On a souvent cette image en tête, tu sais, la sécurité d'un foyer, c'est des serrures, des caméras, peut-être une porte blindée, Ouais, exactement. Des choses physiques, tangibles. voilà. Sauf que la réalité aujourd'hui, c'est que l'intrusion la plus dévastatrice, elle ne brise aucune vitre, elle se produit dans un silence total. Absolument. Souvent en plein milieu de l'après-midi, avec toute la famille présente dans les pièces d'à côté. La menace la plus insidieuse, en fait, elle se glisse par un écran, directement dans l'espace le plus vulnérable de la maison, la chambre d'un enfant. Et c'est précisément cette absence d'effraction physique qui rend la chose si redoutable. Notre cerveau, en tant qu'être humain, a évolué pendant des millénaires pour réagir à des dangers physiques. Ouais, l'instinct de survie, quoi. C'est ça. Un bruit de verre brisé dans le salon et bam, notre système nerveux déclenche une réaction immédiate. Mais face à une menace numérique, une menace qui prend la forme d'une simple notification, ce système d'alarme biologique reste complètement éteint. D'accord, décortiquons tout ça. Dans notre exploration d'aujourd'hui, on se penche sur un document qui, honnêtement, lève le voile sur cette réalité glaçante. Un document très important, oui. Ouais, il s'agit du guide intitulé You Are Enough, ou Tu es à la hauteur en français. C'est publié par l'ONG finlandaise Protect Children dans le cadre du projet européen Toukaino. Et notre objectif ici, ce n'est pas du tout de faire dans le fait divers sordide, hein. Surtout pas. Non, on veut comprendre la mécanique psychologique derrière ces abus sexuels sur mineurs en ligne, comprendre cette onde de choc invisible que ça provoque dans les familles et surtout les vrais mécanismes de guérison. Ce qui est fascinant ici, c'est la façon dont cette recherche nous oblige à mettre à jour notre propre conception de ce qui constitue une blessure. Ah, c'est-à-dire? Eh bien, il y a un biais cognitif très tenace chez les adultes. On a tendance à penser que ce qui se passe sur Internet est d'une certaine manière virtuel et donc moins grave. Ah oui, le fameux «c'est juste sur Internet». Exactement. Sauf que ce document détruit cette illusion. Pour le cerveau en développement d'un enfant, les environnements numériques génèrent des émotions absolument réelles. La terreur, la honte, tout ça, ça encode des traumatismes neurologiques aussi profonds qu'une agression physique. Waouh, c'est fou de le dire comme ça, mais pour saisir ce qui se joue vraiment derrière la porte fermée d'une chambre d'enfant, il faut d'abord regarder l'échelle du problème. Et les chiffres de cette source, franchement, il faut qu'on s'y arrête un instant. Ouais, les données mondiales sont vertigineuses. Juste en Europe, on estime que 20% des enfants sont victimes d'une forme de violence sexuelle. 20%. Un enfant sur 5. C'est énorme. Et si on regarde uniquement l'environnement numérique pour 2023, on a enregistré 36 millions de signalements mondiaux de cas présumés d'exploitation sexuelle d'enfants en ligne. 36 millions. C'est un chiffre qui donne vraiment la nausée, enfin. Ça veut dire que dans n'importe quelle rue, cette statistique prend un visage. Et le pire, je trouve, c'est cette autre donnée du rapport, hein. 33% des enfants victimes n'en parlent jamais à personne. Jamais. Un tiers de ces enfants portent cette horreur dans un silence absolu. Mais comment on arrive à un tel niveau de silence? Quelle est la mécanique qui verrouille la parole à ce point? Le silence, c'est pas un accident. C'est vraiment l'objectif premier du prédateur. Ils utilisent ce qu'on appelle le grooming ou le pédopiégeage, et c'est de l'ingénierie sociale d'une précision diabolique. Diabolique, oui, c'est le mot. L'agresseur repère les failles, un besoin d'attention, un petit conflit à la maison, et il se présente comme le confident exclusif. Il crée une fausse bulle de sécurité, et le secret, en fait, devient la preuve de leur lien spécial. En fait, c'est comme un cambrioleur qui s'attaquerait à une maison, mais sans jamais utiliser de pied de biche. C'est une très bonne image, ouais. Il s'assoit sur le paillasson et il passe des mois à murmurer à travers la porte. Il raconte des histoires, il écoute, jusqu'à convaincre l'enfant, qui est à l'intérieur, de tourner lui-même le verrou. C'est exactement ça. Et l'implication de cette méthode est centrale pour comprendre le traumatisme. Puisque l'enfant n'a pas été forcé physiquement, son cerveau court-circuite. Il se sent responsable. Voilà. Quand le piège se referme et que le chantage commence, l'enfant se dit « c'est moi qui ai répondu, c'est moi qui ai cliqué, donc je suis le coupable ». Et la culpabilité devient l'arme absolue de l'agresseur, en fait. La culpabilité et la honte qui vient avec, ça agit comme un cadenas gigantesque sur la parole de l'enfant. Et à cela s'ajoute une angoisse très spécifique à l'abus numérique, l'absence de fin temporelle. Ah oui, parce qu'une image en ligne, ça reste. Exactement. Contrairement à une ablution physique qui a une fin claire, l'image numérique échappe à tout contrôle. L'enfant vit dans une terreur anticipatoire permanente. En allant à l'école, il se demande « est-ce que mes amis l'ont vu ?»
Le système nerveux reste bloqué en mode survie 24 heures sur 24. C'est inimaginable comme niveau de stress. Mais alors, sachons à quel point cette manipulation génère une culpabilité écrasante. Que se passe-t-il au moment exact où la vérité éclate enfin? C'est un véritable séisme. C'est ce que décrit le document, oui. Les parents décrivent un effondrement total. Oui, c'est un choc dissociatif pour les parents, une incrédulité mêlée à une colère foudroyante. Mais la recherche met aussi en lumière une émotion très paradoxale et super culpabilisante pour les parents, un moment de soulagement. Attends, du soulagement. Face à une horreur pareille, Ouais, uniquement parce que cette révélation terrible vient soudain donner un sens à des mois d'incompréhension. Les parents voyaient bien que leur enfant allait mal, les insomnies, les notes qui chutent. c'est ça, et ils se sentaient impuissants. Découvrir l'abus, aussi monstrueux que ce soit, ça nomme enfin le monstre. Le puzzle macabre prend tout son sens. D'accord. Et la réaction immédiate, c'est ce qu'on appelle le mode réparation. Les parents se transforment en gestionnaires de crise. Ils confisquent tout, appellent la police, cherchent un psy. Ils mettent leurs propres émotions dans une boîte pour agir. Mais je dois avouer que ça me pose question. Ah bon? Pourquoi? Bah, mais n'est-il pas logique et instinctif pour un parent de vouloir tout réparer immédiatement? Je veux dire, si ma maison est en feu, j'ai pas m'asseoir pour valider mes émotions, je cours chercher un extincteur. Ne doit-on pas d'abord éteindre l'incendie? C'est naturel, bien sûr. L'amygdale du parent hurle au danger. Et agir, c'est reprendre le contrôle. Mais si l'on relie cela au contexte global de la neurologie de l'enfant, cette frénésie rate sa cible. Comment ça fait? L'enfant qui vient de voir son secret éventé, il ne cherche pas un chef de projet, il cherche un refuge inconditionnel. La gestion policière, même si elle est indispensable, peut augmenter le stress de l'enfant si elle écrase la reconnexion émotionnelle. Donc, l'enfant voit ses parents paniquer et ça lui confirme que c'est une catastrophe et que c'est de sa faute. Exactement. Le premier besoin d'un système nerveux traumatisé, c'est la corrégulation. L'enfant a besoin d'entendre des messages fondamentaux pour restaurer sa sécurité. Des choses comme « je te crois »,« tu n'y es pour rien ». Ouais. Et surtout, tous tes sentiments sont normaux dans cette situation anormale. Il faut absolument disloquer la narration de l'agresseur. Et d'ailleurs, le guide met un énorme panneau rouge sur un mot précis. Un mot que les parents doivent bannir de leur vocabulaire, c'est le mot « pourquoi ». Ah oui, les questions qui commencent par « pourquoi » sont terriblement toxiques ici. Un parent pourrait demander, juste pour comprendre, pourquoi as-tu accepté d'envoyer ça sur un troll? Ouais, pour l'adulte, c'est juste de la collecte d'infos. C'est ça. Mais le cerveau traumatisé décode le pourquoi comme une accusation directe. Ça renforce la honte, ça valide ce que l'agresseur disait, que l'enfant est complice. Le rôle du parent, c'est de solidifier le sol, pas d'enquêter sur les failles. D'accord. Mais alors, une fois que ce sol commence à se solidifier, comment l'enfant gère-t-il ce traumatisme de son côté? Parce que le rapport montre une vérité qui doit faire atrocement mal aux parents, c'est que les enfants se confient rarement directement à eux. Ouais, c'est l'une des dynamiques les plus dures à accepter. Même dans des familles super aimantes et chaleureuses, le traumatisme sexuel dresse un mur opaque. L'enfant a peur de décevoir, non? Exactement. Il est terrifié à l'idée de voir le dégoût dans les yeux de ses parents. Du coup, la honte rend souvent plus facile la confidence à un inconnu, comme un policier ou un psy, plutôt qu'à ses propres parents. Et si l'enfant garde le silence à la maison, cette détresse doit bien sortir quelque part. On observe des symptômes physiques de traumatisme comme l'énurésie ou des enfants qui se remettent à parler comme des bébés, des maux de ventre. La somatisation et la régression, oui. C'est très fréquent. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant. C'est un peu comme, tu sais, un ordinateur qui a une énorme application qui tourne en arrière-plan. Ouais, ça draine toute l'énergie. Voilà. La batterie s'épuise, l'ordinateur se met à ramer, il y a des bugs de partout, la colère, la régression. Mais l'écran d'accueil a l'air normal, il ne montre pas le vrai problème. C'est une excellente métaphore. L'énergie vitale de l'enfant est entièrement siphonnée pour maintenir la structure debout. Ce sont des mécanismes de survie archaïques. Et souvent, l'instinct de l'adulte, c'est de forcer l'enfant à parler. Mais la verbalisation n'est pas toujours la clé. Surtout que le langage, ça demande beaucoup de ressources cognitives, non? Exactement. Le cortex préfrontal est souvent hors ligne à cause du stress. Le guide cite d'ailleurs le témoignage d'un parent dont l'enfant refusait catégoriquement de parler. Mais il a fini par surmonter le traumatisme à travers le dessin. Waouh, juste en dessinant. Ouais. Des dessins d'une noirceur terrifiante au début. Mais les parents ont eu la sagesse de ne pas censurer, ni d'exiger des explications. Et avec le temps, le simple acte d'extérioriser sur le papier a métabolisé l'horreur. Parler n'est pas la seule voie.
L'art, le jeu, ce sont des issues de secours vitales. Et il y a une autre émotion mentionnée dans le rapport qui effraie souvent les parents, mais qui est hyper importante, c'est la colère. Ah, la colère, c'est fondamental. Parce qu'on imagine toujours la guérison comme un retour au calme, tu sais, mais de violentes explosions de colère peuvent être un super signe d'évolution. Tout à fait. L'enfant passe souvent par une phase de figement, d'anesthésie émotionnelle. Donc quand la colère surgit, même si c'est épuisant pour les parents, ça veut dire que l'anesthésie se dissipe. L'enfant hurle que ce qu'on lui a fait est inacceptable. C'est un moteur de changement. Il ne faut donc pas l'éteindre, mais lui donner un cadre sécurisant pour s'exprimer. Exactement. Des limites comportementales claires, mais sans étouffer l'émotion. C'est un changement de perspective vraiment radical. Mais si l'enfant est au centre, il faut aussi comprendre que cette violence irradie toute la famille. Et les témoignages des parents dans le document sont bouleversants. C'est le traumatisme vicariant, l'onde de choc. Ouais, c'est l'anéantissement. Il parle d'épuisement total, d'isolement social. Une mère dit même «je n'ai pas envie d'être avec les gens». Et il y a des symptômes physiques, des pertes de cheveux, des cauchemars partagés avec l'enfant. Les parents ont parfois l'impression d'avoir subi l'abus eux-mêmes, tellement l'empreinte de la violence colonise leur esprit. Et le pire, c'est l'entourage. On s'attendrait à du soutien, mais les parents font face à l'incrédulité, au blâme. Les gens préfèrent se dire «ça n'arrive qu'aux autres». Comment on peut réagir comme ça? C'est un mécanisme de défense de la société. Le cerveau des proches panique. Accepter que ça arrive à une famille normale, c'est accepter que leurs propres enfants sont vulnérables. Donc, ils rejettent la faute sur les parents pour se rassurer. C'est cruel et ça isole terriblement la famille. Mais du coup, face à cet isolement et à cet effondrement émotionnel, comment ces parents font-ils concrètement pour ne pas sombrer? C'est là qu'interviennent les groupes de pairs You Are Enough. Ils enseignent des méthodes très pratiques. Parce que la volonté, ça suffit pas quand le système nerveux est en surchauffe. Quelle méthode, par exemple? Des exercices d'apaisement sensoriel, comme la règle des 5 sens pour stopper les crises de panique. Ah oui, la fameuse technique d'ancrage. C'est ça. Trouver 5 choses à voir, 4 à toucher, 3 à écouter, etc. Ça force le cerveau à quitter les boucles d'anxiété. Il y a aussi la respiration structurée, où on allonge les expirations par rapport aux inspirations. Pour dire au cerveau que le danger est passé. Exactement, ça active le système parasympathique. Et puis il y a un exercice fascinant qu'ils utilisent beaucoup, c'est les tapotements papillons. Les tapotements papillons, ça a l'air super doux comme nom, mais c'est quoi au juste? C'est issu de l'EMDR. Tu croises tes pouces sur ton sternum, tes mains forment comme un papillon, et tu viens tapoter alternativement tes clavicules à gauche, puis à droite. Ok, ça fait quoi dans le cerveau? Cette stimulation bilatérale, ça force les deux hémisphères du cerveau à communiquer, et ça aide l'amygdale à réduire l'hyperexcitation. C'est très puissant pour s'apaiser soi-même. C'est incroyable qu'on ait des outils physiques pour calmer de telles tempêtes émotionnelles. Et le guide insiste aussi sur l'importance capitale d'accepter tous ces sentiments, même les pires. Oui, même l'envie de fuir. L'épuisement extrême amène des pensées très sombres, et les parents s'en veulent terriblement. Mais il faut normaliser ça, sans ajouter de culpabilité. Penser à fuir ne fait pas de vous un mauvais parent, c'est juste un symptôme d'épuisement terminal. Alors qu'est-ce que tout cela signifie au fond? Si on résume, on a parlé de la brutalité silencieuse des abus en ligne, de ce piège manipulatoire, on a vu la tempête émotionnelle que ça crée chez les parents et l'importance vitale des mots qui déculpabilisent l'enfant. Oui, et la résilience incroyable qui s'opère quand la sécurité est vraiment restaurée. Tout à fait. La guérison à travers le dessin, la colère comme force de vie et la nécessité pour les parents de prendre soin d'eux-mêmes pour tenir bon. C'est un voyage lourd, mais nécessaire. Et ça soulève une réflexion finale qui, je pense, est cruciale. Si l'on regarde la réaction de la société, l'incrédulité et le malaise de l'entourage, Ouais, ce fameux tabou. la véritable sécurité numérique pour les générations futures, elle ne réside peut-être pas uniquement dans les logiciels de contrôle parental ou les algorithmes de la police, Ah non, non. Elle est où alors? elle réside surtout dans l'infrastructure émotionnelle de notre société. Tant que le malaise collectif et le tabou autour des violences sexuelles empêcheront les adultes d'entendre la vérité sans juger ni paniquer, eh bien le silence restera la meilleure arme des agresseurs. C'est tellement vrai. La guérison commence vraiment au moment précis où la société arrête de détourner le regard. C'est une pensée extrêmement puissante pour clôturer cette analyse. Prendre conscience de notre propre rôle collectif, c'est peut-être la première étape vers une vraie protection.